Être un rasta, ça veut dire se battre toute sa vie. Un siècle après sa naissance, le message fondamental du rastafarisme semble s'être dilué dans la désinvolture épicurienne à laquelle il est désormais réduit. Le rastafarisme, ce n'est pas que fumer des joints et se laisser pousser les cheveux en écoutant le bruit des vagues. Fruit d'un syncrétisme religieux, son essence éminemment politique ne doit pas être occultée. Et avec elle, son fondateur, aujourd'hui endormi dans les limbes de l'histoire. Combat pour la liberté, mouvement de résistance face à l'oppresseur et à toutes les aliénations, le rastafarisme a beau avoir été popularisé dans le monde par le reggae de Bob Marley, il est avant tout un pilier de l'identité noire pour de nombreux Africains déracinés, exilés loin du continent par les inerties d'une histoire coloniale esclavagiste. Un homme incarne ce déploiement spirituel nouveau. Son nom, Leonard Percival Howell. Howell ne veut pas seulement l'indépendance de la Jamaïque. Tel Frantz Fanon, il identifie la forme la plus haute et la plus profonde de domination coloniale dans l'aliénation psychique qu'elle engendre. La colonisation n'est pas qu'une conquête des corps, mais des âmes. Il faut redonner aux colonisés la mesure de leur dignité humaine en les arrachant aux joues de cette instance qui a insidieusement modifié leur rapport au monde et à eux-mêmes. La décolonisation sera mentale ou ne sera pas. Retrouver cette dignité humaine, d'autres y ont bien sûr pensé, comme Garvey avec lequel Howell se lie d'amitié à New York. Mais la rhétorique de Garvey s'inscrit principalement dans un champ marxiste. Il œuvre à la réappropriation du facteur de production, le corps de l'ouvrier, exploité dans le rapport capitaliste-prolétaire qui reproduit la relation colon-colonisé. Arraché au fruit de son travail, le travailleur s'aliène. De ce prisme naissent les multiples accointances entre socialisme et mouvement de libération florissant au XXe siècle. Mais Howell ne veut pas obtenir la désaliénation par l'unique voie de l'outil de production. Les corps ne sont pas des machines. Le travail seul est insuffisant à donner une consistance à la vie et une dignité à l'homme. L'originalité de Howell tient à sa volonté ferme de s'adresser aux masses, en délivrant un message dont les différents niveaux d'interprétation nourriront des hommes de divers horizons. Avec sa robe noire et ses discours incantatoires, il s'adresse aux classes misérables et illettrées, auxquelles Garvey a renoncé. L'universalité est au fondement du rastafarisme. Howell naît en effet dans un environnement pieux en 1898, dans la paroisse de Clarendon. Rompu à l'art oratoire et aux incantations, maîtrisant les évangiles, il s'enrichit de cette approche chrétienne. Mais témoin d'un meurtre à 17 ans, le jeune Howell refuse de collaborer avec la justice coloniale et fuit vers le Panama. Il y fréquente le monde des marins avant d'embarquer à bord d'un navire de la United Fruit Company. Au gré des voyages et des rencontres, il découvre des philosophies d'ailleurs, comme le gandhisme, la psychanalyse ou l'hindouisme, et se sensibilise ainsi à l'immanence, dialogue entre le divin et l'humain, qui fait porter au monde sa propre cause et sa propre fin. En 1924, le révérend James Morris Webb livre une prophétie souvent attribuée à Marcus Garvey. Regardez vers l'Afrique, où un roi noir sera couronné, car le jour de la délivrance est proche. Alors, quand Tafari Makonnen est couronné en 1930, devenant l'empire d'Éthiopie Haïlé Sélassié Ier, Howell y voit l'accomplissement de cette prophétie. Ménélique II a vaincu les Italiens lors de la mythique bataille d'Adowa, et l'éthiopianisme prête à cette dynastie une affiliation divine, remontant au roi Salomon et à la reine Saba. Dans ce cadre de réinterprétation afrocentriste des écritures bibliques, Howell considère cet empereur comme la réincarnation du Messie, un Messie noir, revenu sur Terre pour sauver son peuple et le guider vers un retour en Afrique. Appelant au culte du Rastafari, Howell fonde ainsi le rastafarisme. Rastafari, the Almighty God. Selassie, the Almighty. Selassie first. King of kings, lords of lords, the conquering line of the tribe of Judah. Elect of God, light of this world. Selassie, Rastafari. Pour donner un exemple très concret de cette réinterprétation biblique, les Rastafaris se révèrent souvent au second exode des Israélites, en 567 avant notre ère. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, avait fait raser Jérusalem et fait exiler les Israélites en Babylonie, où ils furent retenus captifs. Les Rastafaris, arrachés à leur terre natale et conduits de force dans cette terre de tous les péchés, où l'humanité n'est que vice et décadence, aspirent à la destruction de cette nouvelle Babylone. Babylone, c'est le système qui tue les gens, mais le Rasta, c'est celui qui te dit que tu dois vivre. La première communauté de Howell est ainsi fondée dans l'est de l'île, parmi les travailleurs indiens engagés pour remplacer les esclaves. Une communauté défavorisée s'il en est, mais forte d'un puissant mysticisme. Pour eux, Howell compose des prières à base de mots hindi et adopte le régime végétarien. Le chinois Albert Chang compte aussi parmi ses plus proches alliés. Mais les Anglais voient d'un mauvais œil ce paganisme d'un nouveau jour. Howell rejette l'autorité de l'Empire britannique. Son premier commandement est le suivant: tu ne payeras pas d'impôts à la reine d'Angleterre. Arrêté pour blasphème et sédition, en 1935, lors de son procès, il apostrophe le juge: je te conseille de me donner la peine maximale, car bientôt, lorsque je siégerai à ta place, je ne te raterai pas.
Multipliant les allers-retours entre la prison, l'hôpital psychiatrique et sa maison, il développe les bases de son mouvement spirituel. En 1940, il fonde la première communauté Rasta, celle du Pinnacle, dans les montagnes de Saint-Andrew. Cette communauté, qui a pu atteindre jusqu'à 600 membres, vit dans une autarcie agraire fondée sur le commerce de la marijuana. Elle revendique une indépendance spirituelle et matérielle. Mais son camp est rasé par 2 fois par la police, en 1941 et en 1954, et les Rastas affluent dès lors vers Kingston. Le mouvement s'urbanise alors. Puissant vecteur du message Rasta, le reggae devient un ciment culturel fort pour les Jamaïcains. Au cœur de rites incantatoires, la ganja aide également à renouer avec sa nature profonde. À Kingston, les Anglais détruisent les quartiers où se rassemblent les Rastafari, mais ils ont de plus en plus de mal à contenir les aspirations de liberté d'une jeunesse jamaïcaine acquise aux préceptes d'une spiritualité nouvelle, alors que des 4 coins du monde soufflent des vents nouveaux de liberté. L'Inde obtient son indépendance aux dépens de l'Empire britannique en 1947, le Ghana en 1957. L'édifice colonial se fissure et la Jamaïque obtient son indépendance en 1962. The drive from the airport and through Kingston gave thousands the opportunity they had long awaited to express their own greeting in unmistakable manner. Le Négus en personne vient en 1966 en Jamaïque, dans la liesse collective. Il offre des terres éthiopiennes aux Rastafari, accomplissant en un sens la prophétie de Webb. La femme de Bob Marley, Rita, observe dans ses mains les stigmates de la crucifixion du Christ, et voit en lui la réincarnation de Jésus. Bob Marley se convertit au rastafarisme la même année, et fera vivre par sa musique le message d'émancipation Rasta par-delà les frontières. Pourquoi Owell sommeille-t-il aujourd'hui dans les vestiges mémoriels de la grande histoire des émancipations du XXe siècle? L'a-t-on laissé là sciemment? La fin de sa vie est tragique. Alors qu'il s'enrichit par le trafic de cannabis, les jalousies s'amplifient. Ses enfants sont inscrits dans de bonnes écoles, possèdent une voiture de sport. Il a des bureaux, des secrétaires, un avocat. Mais les gouvernements changent. Les clans s'entretuent pour le contrôle de la ganja. Lui qui chérissait tant son indépendance se trouve pris sous le feu des guerres de gangs. Lui qui prônait la non-violence voit son domaine rasié par les gunmen. En 1958, lorsqu'un dernier raid le chasse de son nid d'aigle, il se réfugie dans ce qui deviendra l'ultime asile de sa communauté, Tredegar Park. Il y vivra, terré et paranoïaque, jusqu'à sa mort en 1981, 2 mois avant celle de Bob Marley. En 1958, déjà, un ancien comparse, Prince Emmanuel, convoque une grande convention Rasta. Owell n'y est pas convié. Le culte dérive vers d'autres dogmes. Le retour à l'Afrique prend le pas sur la construction en Jamaïque d'une communauté autosuffisante. L'afrocentrisme occulte l'origine indienne, des théories végétariennes et non violentes du mouvement. Le mouvement perd son essence originelle dans les diverses interprétations qui lui sont données. Et conjointement à la popularisation croissante du reggae, qui se fait davantage vecteur d'une identité culturelle que d'une religion propre, l'idéal Rasta se dilue dans la pop culture mondiale. C'est l'époque où prend forme la culture Rasta actuelle, son imagerie ghetto, son argot urbain. L'organisation des 12 tribus d'Israël est créée pour renouer avec l'essence du mouvement, mais le rastafarisme a perdu sa substance originelle et oublié son fondateur. Et pourtant, en se donnant le surnom de Tuff Gong, Bob Marley a donné une postérité musicale à Owell, car le gong, c'était lui.